seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ces Européens qui partent faire le djihad en Syrie ou sur d'autres terrains de conflit comme l'Afghanistan ou autres et qui reviennent menacer la sécurité de l'Europe. Je vous propose tout de suite d'écouter Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Il était ce matin chez nos confrères d'Europe 1 et il réagissait à l'affaire Mehdi-Nemmouche. Le combat, la lutte contre les terroristes s'accomplira en France, mais aussi partout en Europe, sans trêve ni pause. Nous le ferons par la mobilisation de tous nos services. Ce qui s'est passé à Marseille avec la capture de Mehdi-Nemmouche, c'est un travail déterminé des services de la douane, des forces de sécurité intérieure, des services de renseignement, parce que nous avons donné instruction à tous ces services de travailler ensemble pour que la traque soit totale et que les résultats soient là. Et ce sera également le cas dans toute l'Europe, parce que nous avons décidé, les ministres de l'Intérieur, et nous nous retrouverons à Luxembourg mercredi, de ne laisser aucune chance à ces terroristes. Bernard. Claude Moniquet, pardonnez-moi, mais quand j'entends Bernard Cazeneuve qui se félicite du travail des services de renseignement, des polices, des douanes, doit-il vraiment s'en féliciter, Bernard Cazeneuve, alors qu'on le rappelle quand même, Mehdi-Nemmouche a été arrêté de manière tout à fait inopinée à Marseille? Alors ne comptez pas sur moi pour faire le procès des services de renseignement ou de sécurité. C'est pas mon genre de beauté. Mais je vais vous répondre, cela étant. Mais tout d'abord, je voudrais très brièvement revenir sur la question des moyens. Quand on parle des 3300 fonctionnaires de la DGSI, on a l'impression que ces gens sont tous actifs et capables de faire des filatures, etc. C'est faux, hein. En fait, on a beaucoup moins de personnes. 3300, c'est l'ensemble du personnel. Vous avez là-dedans les secrétaires, les analystes, les informaticiens. Vous avez les officiers traitants qui sont chargés de recruter et de manipuler des sources humaines. Des gens qui sont capables et formés pour faire des filatures. À la DCRI, vous devez en avoir peut-être 200 ou 300, tout compris. Donc si on considère effectivement que le chiffre donné est bon, c'est minimum 15 personnes pour une bonne filature, et c'est pas aller jusqu'à 20, 30 ou 40 personnes si c'est compliqué, vous voyez tout de suite combien de suspects on peut suivre, donc il y a des choix à faire. Maintenant, pour venir à votre question sur M. Cazeneuve et son certificat d'auto-congratulation, oui, l'arrestation a été fortuite. Bon, ça rappelle quelque chose. Napoléon, quand on lui proposait de nommer un maréchal, demandait s'il avait de la chance. Un enquêteur, un policier doit avoir de la chance. On en a eu cette fois-ci. Ça ne veut pas dire que les services travaillent mal. Ça veut dire de nouveau que les services n'ont pas assez de moyens humains pour s'intéresser à l'ensemble des suspects. Si on s'intéresse uniquement à la question des djihadistes et des retours de Syrie, on parle de 500 à 800 jeunes Français qui seraient en Syrie et à peu près 2500 Européens, entre 2000 et 2500, une masse énorme. On le voit très bien, il est impossible de pister tout le monde, surtout si on a affaire à un garçon qui semble assez intelligent, qui ne revient pas de Syrie directement en France, mais qui passe par d'autres pays et par l'Allemagne, qui pénètre en Allemagne et puis dans l'espace Schengen, et on le perd de vue. Donc voilà, on n'a pas eu de chance. Je sais que c'est terrible à dire quand il y a des morts, mais il faut accepter le fait que dans une société ouverte et démocratique, on ne peut pas mettre non pas 1, mais 15 policiers derrière chacun. On ne peut pas surveiller chacun. Oui, mais Claude et dès Moniquet, lors, à un certain moment, Claude Moniquet, il y a des accidents. Claude Moniquet, on pourrait prendre peut-être d'autres mesures, peut-être plus radicales. Il y a quand même le problème, peut-être la liberté, le problème de la libre circulation des personnes. Est-ce que, par exemple, on ne devrait pas instaurer, moi je pose la question, parce qu'aujourd'hui la question se pose dans la presse, instaurer par exemple des visas pour la Turquie, pour le Liban, qui sont des pays de transit, par exemple, vers la Syrie. Est-ce que les mesures gouvernementales sont efficaces? Est-ce qu'un numéro vert, est-ce que ça suffit pour traquer aujourd'hui ces terroristes? Non, il est évident qu'il faut certainement faire autre chose. Mais on entend beaucoup de choses. Par exemple, la confiscation des passeports. Il se fait, vous le venez de rappeler, il ne faut pas de passeport pour entrer en Turquie. Une carte d'identité suffit. Donc c'est une fausse mesure. Et la carte d'identité, on ne peut pas la confisquer. Je ne vois pas quel texte de loi l'autorise. Deuxièmement, rétablir les visas avec la Turquie. Moi, je veux bien, mais c'est un problème politique qui ne va pas vraiment faire plaisir aux Turcs, avec lesquels, comme on a déjà quelques tensions avec eux autour de leur non-acceptation dans l'Union européenne, avec lesquels on n'a peut-être pas envie d'augmenter la surface de problèmes que nous avons. Donc il faut faire des choses, il faut mieux coordonner, il faut mieux échanger, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. La solution miracle, elle n'existe pas. Je prendrai un seul exemple. L'Union soviétique, qui était un régime quand même extrêmement policier, le KGB avait presque une personne derrière chaque soviétique. En 1979, des terroristes arméniens ont fait sauter une bombe dans le métro de Moscou et ont tué 100 personnes. Nous l'avons appris 10 ans plus tard, les Russes nous avaient dit que c'était un accident. À Moscou, en 1979, avec le KGB à tous les coins de rue, des terroristes ont fait sauter une bombe.
dans une société fermée. On voit très bien ce qu'ils peuvent faire dans une société ouverte, dans une Europe ouverte. Mohamed Sifawi. Si vous permettez, je sors d'une émission, là, tout à l'heure, on a conclu, enfin j'ai personnellement conclu ma dernière phrase en disant il faudrait trouver un juste équilibre entre le maintien des acquis démocratiques et la nécessaire sécurisation à la fois des biens, des individus, des personnes, etc. Donc il ne faut pas tomber dans le piège après chaque attentat ou tentative d'attentat, parce que c'est aussi le but recherché par les groupes djihadistes, c'est de nous faire renoncer à nos propres valeurs auxquelles nous tenons tous, enfin, auxquelles nous sommes majoritairement attachés. Donc, le fait de répondre comme parfois ont pu le faire les Américains, par une sécurisation qui pousse les services de renseignement à surveiller aussi bien les honnêtes gens que les gens suspectés d'appartenance idéologique à une mouvance ou à une autre. On connaît les dérives et on connaît l'inefficacité de ce genre de mesures. Il faut, encore une fois, savoir raison garder et trouver l'équilibre entre le fait qu'il est impératif de prendre la mesure des nouveaux risques auxquels les sociétés démocratiques sont confrontées, c'est-à-dire on voit par exemple une évolution qui montre que ces djihadistes ne fonctionnent plus en cellule, ne fonctionnent plus en réseau, mais qui sont dans une galaxie à la fois virtuelle et réelle, et que lorsqu'ils passent à l'action, le mode opératoire ayant aussi changé, privilégient parfois l'arme automatique et non pas la bombe, ce qui facilite finalement le mode opératoire, puisqu'il est tout à fait aisé pour toute personne qui serait pétrie de mauvaises intentions de s'approprier une arme, enfin de l'acheter auprès du grand banditisme ou n'importe où, et d'aller entrer dans n'importe quel lieu public pour tuer des innocents. Comment voulez-vous raisonnablement faire face à ce genre de situation, si ce n'est bien en amont, c'est-à-dire bien en amont, et ce n'est, à mon sens, pas par l'instauration des visas, permettez-le-moi, de rappeler juste un fait historique. Non mais vous avez raison de poser la question, sauf qu'on a un fait historique de terrorisme. En 1995, il y a eu une violente campagne d'action terroriste à Paris, enfin en France, avec les réseaux Calcal, Belkacem et Tutti Quanti. Ces gens-là venaient d'Algérie, des maquis algériens, pour beaucoup, en tout cas pour les leaders de ce groupe. Et à l'époque, le visa était instauré avec l'Algérie. Ça ne les a pas empêchés, notamment en ce qui concerne Boualem Belkacem, l'émir du groupe, de passer par un certain nombre de pays, dont la Turquie, l'Italie, etc., et de rentrer tranquillement en France pour perpétrer des attentats et d'être identifiés et appréhendés que 2 mois plus tard. Donc, la question, je dirais, l'approche doit être beaucoup plus globale et il faut accepter, je terminerai par ça, finalement, telle une fatalité que nous avons, nos sociétés font face à ce risque. Il faut que l'opinion publique... En fait, il faut l'accepter, c'est une fatalité. Il faut le combattre, mais il faut accepter l'existence de ce risque. Marc Ecker, sur les moyens aussi, est-ce qu'il n'y a pas un manque de coordination européenne? Parce que quand même, dans cette affaire, quand même, Médine et Mouche, il faut quand même rappeler que ce sont quand même les Allemands qui l'ont signalé. Et il n'y a pas eu de suite, là encore, de la part des autorités françaises. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de coordination aussi au niveau européen? D'ailleurs, il y a une réunion, Bernard Cazeneuve l'a dit, mercredi à Bruxelles pour traiter de cette question. La coordination est perfectible, elle existe, elle a considérablement augmenté au cours des dernières années. C'est d'ailleurs une des conséquences des attentats non seulement du 11 septembre 2001, mais aussi de Madrid et de Londres. Il y a eu la mise en place de tout un dispositif, notamment le système d'information Schengen, qui permet de suivre les sorties et les entrées sur tout le territoire de l'Union européenne. Donc ça existe, ça va être encore renforcé dans les prochaines années. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit Mohamed Sifawi, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faut d'autant plus raison garder que, à l'heure actuelle, les djihadistes auxquels on a affaire ne représentent pas une menace stratégique dans le sens où ils ne sont pas capables de reproduire un énorme attentat comme celui du 11 septembre 2001. Dans le fond, si on reprend les attentats qu'il y a eu en Europe depuis une dizaine d'années, ils ont fait au maximum quelques dizaines de morts et pour ceux de ces dernières années, quelques morts. Alors c'est toujours tragique, des morts humaines, mais ce n'est pas une menace stratégique. La société doit faire preuve de résilience et doit être capable de résister à de tels chocs. Et ça, surréagir serait probablement la pire des choses.
des choses. Donc, Qu'est-ce qu'ils attendent de Non, mais nous ce qui est inquiétant quand même, pardonnez-moi, c'est qu'en l'espace d'un an, on a eu l'affaire Mera, aujourd'hui on a l'affaire Médine et Mouche, je veux dire en un laps de temps finalement très court, et on se dit finalement, c'est très médiatisé, toutes ces affaires sont très médiatisées, donc j'imagine que ça doit peut-être aussi susciter d'autres vocations, d'autres qui doivent se dire, bah, moi aussi je vais mourir en martyr, je vais être médiatisé, je vais devenir finalement quelqu'un par mon acte terroriste. Alors moi je veux bien la résilience, c'est pas des attentats stratégique, en effet, c'est pas un attentat dans un métro comme en 95 au métro Saint-Michel. Bon, mais malgré tout, est-ce que ça ne risque pas d'y avoir un enchaînement et une multiplication justement de vocations? Il y a ce risque, effectivement. Alors déjà, c'est pas en un an, mais c'est en 2 ans. Et vous pouvez aussi nuancer les choses. Encore une fois, c'est terrible. Ceux qui ont dû peut-être être arrêtés. Oui, il y en a qui ont été arrêtés. C'est terrible de dire des choses comme ça, mais en 2 ans, vous avez eu en France 10 morts ou 11 morts du fait de terroristes. Donc ce n'est pas non plus une menace stratégique. C'est pas non plus pour totalement nuancer dire qu'il n'y a pas de menace, parce qu'effectivement, si dans les mois qui viennent, les 700 djihadistes revenaient de Syrie et se mettaient à imiter tous Mohamed Merah, il est évident que là on aurait affaire à une menace stratégique. Surtout si ils s'attaquaient à des cibles gouvernementales ou autres, à des symboles du pouvoir. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Et il y a eu une chose quand même extrêmement intéressante à noter ces derniers temps, c'est les divisions entre djihadistes, et notamment entre djihadistes français présents en Syrie, qui se font la guerre, il n'y a pas d'autre mot, qui sont en train de s'entretuer. Et ce phénomène a précipité en quelque sorte le retour de certains de ces djihadistes qui ne sont pas allés sur place pour tuer d'autres djihadistes, mais qui sont pris de court, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps et les moyens de planifier un nouveau 11 septembre. Ils optent pour des modes opératoires très rudimentaires, que ce soit la Kalachnikov, ou quand on lit la littérature djihadiste, il y a même des conseils pour des modes opératoires encore plus rudimentaires, du type prendre un 4x4 et foncer sur la foule. Claire de Galambert, je voulais quand même vous poser une question qui est dans l'actualité aujourd'hui, que ce soit Mohamed Merah, que ce soit Médine et Mouche, c'était des multirécidivistes. Demain, Christiane Taubira présentera sa réforme pénale à l'Assemblée nationale. Une réforme pénale, notamment, on va revoir donc les peines planchées. Notamment, est-ce que c'est une bonne chose ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas plutôt, pardonnez-moi, mais encore serrer la vis pour éviter justement peut-être la multirécidive? Je crois que si serrer la vis donnait des résultats, ça se saurait. Enfin, je veux dire, on assiste aujourd'hui à une explosion de la population pénale. Donc, je pense que ce que ça repose comme question centrale, c'est la question de la réinsertion, du sens de la peine et de la vocation de la prison. La prison républicaine a quand même pour vocation de réintégrer les gens. Et je pense que fondamentalement, on voit bien là que c'est tout l'inverse qui se produit. Donc vous pensez que cette réforme pénale est plutôt une bonne chose? Je pense qu'en tout cas, elle pose une très bonne question. La question de la réinsertion. Vous êtes d'accord avec ça, Claude Moniquet? Je préférerais réagir sur la question du 11 septembre, si vous le permettez. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Pour des raisons techniques et des raisons d'amélioration des systèmes de renseignement et des échanges, il était très très improbable de voir un grand réseau pouvoir se constituer et préparer pendant 2 ou 3 ans, comme c'était le cas pour le 11 septembre, avec des fonds importants, plusieurs centaines de milliers de dollars, des voyages, des formations, préparer ce type d'attentat. Ça semble aujourd'hui exclu par la sphère djihadiste. En revanche, effectivement, le risque que nous avons, c'est qu'il suffit que quelques dizaines de ceux qui vont revenir, que 20 ou 30 de ceux qui vont revenir de Syrie soient disposés et capables de commettre les attentats que nous avons vus avec Merah ou avec Nemouche ou le soldat anglais égorgé dans la rue l'été dernier, il y a 1 an. Je vous assure que si dans les 2 ans à venir, nous avons une dizaine d'attentats du même type en Europe, avec très peu de morts chaque fois, mais dans plusieurs pays, nous serons dans une situation de basculement stratégique. Et les relations entre les communautés musulmanes et les communautés non musulmanes seront beaucoup plus difficiles. Et c'est en grande partie, évidemment, ce que recherchent les stratèges qui ont pensé à cela, parce que ce n'est pas de la génération spontanée. Tout ce qu'on a vu comme mouvement à partir du Yémen, la création de la revue Inspire en anglais pour parler, pour lancer l'idée du djihad chez des gens qui ne dominent pas l'arabe, qui ne le lisent pas, qui n'ont pas accès à ces sources, avec des recettes du genre préparer une bombe dans la cuisine de votre mère ou fabriquer une Kalachnikov, etc. L'idée est très clairement de provoquer le maximum de petits incidents possibles dans le maximum de pays possibles. Et si on a une concentration de ces incidents sur un laps de temps, une séquence de temps assez courte, 1 an ou 2 ans,
nous aurons un gros problème qui sera plus seulement sécuritaire, mais qui sera stratégique. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas surréagir et travailler sur la résilience de nos sociétés et de nos hommes politiques et des journalistes. Moi, ce qui m'a effaré, c'est quand il y a eu l'attaque de la Défense, une attaque au cutter sur un soldat blessé. Dire tout à coup, cette attaque a fait la une des médias. Il y a eu une polémique sur les échecs et les failles de la DCRI, sur le potentiel de radicalisation de centaines ou milliers de personnes qui pourraient faire la même chose, prendre un cutter et trancher la gorge de militaires ou d'autres. Et dans le fond, on a complètement surréagi, alors que la menace n'était pas si importante que ça. Vous êtes d'accord, Mohamed Sifawi, on surréagit, que la menace n'est pas si importante que ça, comme le dit Marc Hecker? Enfin, on surréagit, c'est vrai, mais en même temps, je veux dire, on ne peut pas dénier aux médias de faire leur travail. Et comme il y a aujourd'hui des canaux d'information beaucoup plus nombreux qu'avant, il y a les réseaux sociaux, on ne peut pas ne pas répondre, ne serait-ce à travers la pédagogie nécessaire qui peut se faire dans ce genre de débat, à ces situations et à ces événements. Parce que de toute manière, même si les médias ne réagissaient pas, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'information sortirait, et ça serait malhonnête de notre part, enfin journaliste, de taire des informations qui suscitent l'émotion légitime auprès de l'opinion. Le tout, c'est effectivement, et je vois ce que vous voulez dire, de ne pas donner une importance surdimensionnée à un fait certes important, mais qu'il faudrait prendre à sa juste mesure. Et pour réagir aussi à ce que vient de dire Claude Moniquet, le scénario qui est catastrophe, entre guillemets, qui serait quelque chose qui ressemblerait au 11 septembre, ce serait je dirais, une opération plusieurs opérations comme celle menée par Mehdi Nemmouche le même jour dans plusieurs capitales européennes. Donc les islamistes qui connaissent justement notre capacité à surréagir pourraient fort bien organiser de telles opérations à moindre coût qui ne nécessitent pas une logistique énorme, mais qui produiraient des effets désastreux, sur le plan psychologique notamment. Davantage à ce qui s'est passé à Mumbai en 2008, une attaque coordonnée à l'arme automatique, mais qui a quand même demandé une vraie préparation, une coordination, et ce qui laisse plus de chances aux services de renseignement d'intercepter des messages et donc d'intervenir en amont. Les attentats de Bombay. Oui, si je puis me permettre, c'est qu'on réfléchit sur les enjeux stratégiques, mais il y a un enjeu symbolique qui est très important et qui n'a pas été cité. C'est que dans les deux cas, ça a concerné quand même la communauté juive. Donc c'est vrai que stratégiquement, c'est peut-être pas une menace saillante, mais je me mets à la place d'une famille juive aujourd'hui en France. Il y a des raisons tout à fait légitimes de s'inquiéter. D'être inquiet. Voilà, je pense que ça, c'est quand même important de le souligner. Et c'est un enjeu symbolique qui n'est pas moindre. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci Claude Moniquet d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Vous restez avec moi et je rejoins Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Et évidemment, on en a parlé aujourd'hui toute la journée dans la presse, sur les réseaux sociaux de cette affaire Mehdi Nemmouche. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. La presse belge en parle énormément. On commence avec cette une de la Libre Belgique qui tente de reconstituer l'itinéraire d'un djihadiste. C'était souvent le titre choisi par les médias aujourd'hui. La Libre Belgique, où on pouvait lire un édito qui appelle la Belgique, la France, l'Europe à se donner les moyens d'agir, mais à se donner les moyens d'agir en respectant les libertés et en ne cédant pas à la peur pour faire que ce qui s'est produit en Belgique ne se reproduise pas, ni en Belgique, ni ailleurs. Du côté de la presse locale française dans le Nord, évidemment, vous vous en doutez, on titrait aussi du côté de Nord-Éclair sur cette tuerie de Bruxelles et sur ce Roubaisien arrêté. La Voix du Nord explique qu'il voulait mettre à feu Bruxelles, à feu et à sang Bruxelles. On en parle aussi dans d'autres médias, notamment espagnols, comme le site de ce journal, de ce quotidien ABC, qui revient justement sur les actes antisémites qui ont frappé la Belgique ces 35 dernières années. Il y en a eu 8 d'après le journal espagnol et qui souligne justement que la France comme la Belgique sont parmi les plus exposés à la radicalisation et au recrutement des candidats pour le djihad. Le site Slate fait un petit peu le point là-dessus en revenant sur des chiffres qui étaient parus en avril dernier. Combien de Français sont dans le cas de cet homme ? Eh bien,
bien, on sait qu'il y a, en avril, le ministre de l'Intérieur expliquait qu'il y avait 285 Français engagés sur le terrain du côté de la Syrie, que 120 étaient en transit entre la France et la Syrie, qu'une centaine étaient déjà revenus et que 25 avaient péri dans les combats en Syrie. Alors ces chiffres ont sans doute un petit peu évolué depuis, mais en tout cas, ça donne un petit peu l'idée de l'ampleur du phénomène. On en parle aussi du côté de Courrier International, je vous le disais, qui reprend justement la presse belge et toutes les inquiétudes, mais en même temps la nécessité de se mobiliser très rapidement à l'échelle européenne. Et puis, sur notre site internet, l'inévitable parallèle avec Mohamed Merah. Il y a énormément de choses en commun entre les deux hommes. Et le renseignement français qui n'a pas pu empêcher Nemmouche de frapper. Alors, c'est exactement le titre choisi par le site internet du Figaro qui souligne que Nemmouche était sous surveillance, mais qu'en même temps, on ne l'a pas vu partir et on ne l'a pas vu revenir non plus, et qu'il a surtout été repéré par les douanes allemandes qui se sont posé des questions en voyant à quel point son parcours était bizarre pour revenir en Europe. Alors évidemment, cet article souligne que les moyens à la disposition de la justice ne sont pas forcément suffisants. On en parle très régulièrement parce que partir en Syrie, ce n'est pas un délit. Et évidemment, la surveillance est un élément important, mais elle est difficile à mettre en place parfois, surtout dans le cas de ce qu'on appelle des loups solitaires. C'est encore le terme qui revient très régulièrement. Et évidemment, du côté des politiques, ici, Georges Fenech, sur le site de la chaîne parlementaire, on envisage de renforcer la loi pour permettre des dispositifs judiciaires plus efficaces. Mais là aussi, lorsqu'on lit sa proposition, on s'aperçoit que ça va être difficile à mettre en œuvre. Et lui, il veut mettre en place un délit de mise en danger social. Ce délit concernerait, selon lui, des changements de comportement, radicalisme religieux, déplacement à l'étranger. Mais comment transformer ça en délit, ça semble bien difficile. Sur le site du Nouvel Observateur, on a publié la carte des déplacements, le parcours du suspect de la tuerie de Bruxelles. Et évidemment, sur le site du Nouvel Obs, on évoque aussi cette radicalisation qui aurait eu lieu en prison, même si certains évoquent plutôt la Syrie pour la radicalisation et la prison pour le fondamentalisme. C'est un article du Nouvel Obs aussi. En tout cas, d'après Bernard Cazeneuve, il y a un élément sur lequel on devrait avancer, c'est la présence d'imams qui portent la parole, la vraie parole de l'islam, et non pas celle des radicaux qui s'expriment facilement en prison. Le problème, dans ce débat, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'imams qui sont formés aujourd'hui à ça. Alors en tout cas, théoriquement, c'est une des propositions que va faire Bernard Cazeneuve dans les jours qui viennent. En tout cas, cette radicalisation, il y a le témoignage d'un gardien de prison qui est relayé ici sur le site du Point, qui raconte que Nemmouche a toujours refusé d'avoir une télévision, sauf au moment de l'affaire Merah. Il voulait suivre tout ça de très près. Il était particulièrement virulent, agressif vis-à-vis de ceux qui ne venaient pas faire les 5 prières, qu'il n'avait pas réussi à convaincre. Et je vous le disais, il y a cet article assez intéressant à lire sur le site du Nouvel Observateur. D'après le sociologue Farhad Korsokavar, eh bien, il faut faire la distinction entre radicalisation et le fait d'être salafiste, parce qu'en prison, il a appris le salafisme, mais la radicalisation qui a fait qu'il est revenu pour tuer, ça s'est passé plutôt du côté de la Syrie. Ce sociologue évoque 6 semaines de bourrage de crâne et de lavage de cerveau avant qu'on se mette à apprendre le maniement des armes. Et c'est surtout cet épisode-là qui a fait qu'il est revenu et qu'il est passé à l'acte. Merci beaucoup, Karim. Merci pour votre chronique. Merci encore à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci encore à Claude Moniquet qui était avec nous en direct de Bruxelles. Très belle soirée. À demain soir. À demain, Karim. À demain. Tout de suite, le journal. Nous aurions pu révéler son endurance sur un pont sans fin, prouver sa robustesse sur une route de montagne, démontrer sa fiabilité dans un désert et laisser le soleil souligner son design. Mais pourquoi faire tout ça? Dacia Sandero, 7 990 €. Pas besoin d'en rajouter.